On est une société qui développe des sites e-commerce pour le compte de plusieurs multinationales. Jusqu'à aujourd'hui, on a une vingtaine de sites qu'on a déjà développés e-commerce, de coloration e-commerce. Et si je suis là, c'est pour partager avec vous un petit peu le retour d'expérience par rapport à ces quelques années qu'on a passées sur le e-commerce. Quels sont les points de vigilance qu'on doit prendre en considération si on veut mettre en place un site e-commerce, etc. Vous avez une présentation? Oui. On va citer par la suite quelques exemples et quelques références, mais surtout on va en parler dans notre retour d'expérience sur la mise en place d'un site e-commerce. Alors, permettez-moi de partager avec vous le sommaire. On va parler d'abord de comment bâtir. On n'a pas vraiment beaucoup de chance à ce que ça réussisse sur le plan budget, sur le plan bénéfice. Puis on va parler par la suite, une fois qu'on a défini cette stratégie e-commerce, comment on pourra traduire ça dans un livrable, dans un document, on formalisera tout ça dans un cahier de charge. Donc, quelques constats, comme a dit tout à l'heure mon collègue de la TGR. Aujourd'hui, effectivement, on est loin d'être dans les normes internationaux ou dans la concurrence internationale du e-commerce, mais déjà on s'inscrit dans cette vague normale du e-commerce. C'est un phénomène qui est loin d'être passager, parce que ça devient une culture, l'Internet, chez nous tous, ça devient une culture, etc. Donc, loin d'être un phénomène passager, et c'est en croissance exponentielle continue. Les chiffres, ils prouvent un petit peu ça. Je vais prendre l'exemple de la France, malgré que la France, en Europe, ce n'est pas le bon exemple, si j'ose dire, à prendre, parce qu'il y a la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui sont vraiment au-delà des attentes par rapport aux chiffres. Mais prenons déjà la France, parce que c'est le pays francophone, disons, le plus proche à nous dans cette logique-là. Avec des prévisions d'atteindre 100 000 sites e-commerce en 2011. Bien sûr, le chiffre le plus marquant, c'est que ils ont généré en France à peu près 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2011, ce qui fait une augmentation de 24% par rapport à l'année 2010. Comme tous les autres projets, je suis d'accord, mais il y a des choses qui sont vraiment spécifiques à un projet e-commerce, à la mise en place d'un site e-commerce. Donc, la méthodologie, je dirais que la plupart des projets e-commerce, ils sont gérés, ou ils doivent être gérés par le service marketing. Et lorsqu'on commence à monter notre projet, en général, le besoin, il est imprécis. On sait ce qu'on veut faire, mais on ne le sait pas dans le détail. Et bien sûr, on est en face des nouveaux concepts qu'on n'a jamais touchés et qu'on va en connaître par la suite. Donc, et toujours, il y a la contrainte de temps. J'ai travaillé sur un projet en 2009, et lorsqu'on a fait la réunion de lancement, j'avais devant moi le directeur général d'une multi X. Il m'a donné une date. C'est comme la date des Jeux Olympiques. On ne peut pas la faire bouger, on ne peut pas la changer. Et donc, parce que derrière, je n'ai pas compris à l'instant même, mais j'ai compris par la suite, parce que derrière, s'il rate, par exemple, la période de Noël, c'est-à-dire qu'il a raté 5000 commandes par heure. Imaginez 5000 commandes par heure avec un panier moyen de 100 €, combien ça génère. Donc, c'est vraiment des délais courts, c'est des jalons commerciaux qu'il faut respecter. Donc, devant tout ça, il faut définir une méthodologie un petit peu souple. Je dirais qu'en un mot, il faut être agile. C'est quoi l'agilité? C'est un concept connu les systèmes d'information. C'est une conception basée sur des ateliers thématiques réguliers. Prenons l'exemple du e-commerce. On doit prendre notre projet, on doit le sectoriser. Le sectoriser d'une façon à dire, on va traiter par exemple le module checkout, et puis le module paiement, le module livraison, etc. Et puis, il faut qu'on demande la présence des interlocuteurs clés par thème, parce qu'il ne suffit pas de parler générique, mais il faut vraiment aller dans le vif du sujet et parler la spécialité de chaque thématique. Le découpage du projet en itération, et comme vous voyez dans le schéma, c'est pour dire qu'on a des itérations, et on a dans chaque itération une priorité, mais la priorité, ce n'est pas le prestataire qui va la définir,
mais c'est plutôt vous, le client, qui doit définir cette priorité parce que c'est vous le porteur de votre business. Je dirais que pour la priorisation de la chose, il y a 3 critères. Premier critère, c'est les enjeux. Quel chiffre d'affaires je veux générer? Quel retour sur investissement qui est attendu par le top management? Et puis le deuxième critère, c'est les contraintes d'organisation. Le troisième, c'est la solution de marché, qu'est-ce qu'il m'offre réellement. Avec ça, comme j'ai dit tout à l'heure, on pourra définir une matrice où on pourra dire, voilà, ça c'est obligatoire, on doit le faire d'abord, et puis ça peut attendre par la suite. On a défini notre stratégie de commerce, on a dit quelle est la méthodologie qu'on va suivre, qu'on va entamer, qu'on va adopter pour gérer notre projet. Et donc, on va mettre tout ça dans un cahier de charge. Je ne vais pas citer les caractéristiques du cahier de charge parce que vous les connaissez tous. Je vais juste faire le focus sur tout ce qui est e-commerce. Hein? Il faut définir l'objectif d'ailleurs du projet. Qu'est-ce qu'on veut par mettre en place un site e-commerce? On veut se positionner sur le web, on veut s'imposer comme leader dans son marché, etc. Et puis, il faut définir l'organisation. Quels moyens sont mis en œuvre? Est-ce qu'il y aura beaucoup de prestataires? S'il y a beaucoup de prestataires, quelle relation qui va lier ces prestataires-là? Quel est le rôle et la responsabilité de chacun, etc. Et sur le planning, on doit clairement montrer des jalons, je dirais, qui sont vraiment liés au e-commerce. Pensez surtout à la qualité de votre site parce que ça va être votre image de marque. Pensez à la performance de votre site parce que c'est un acheteur rentre et puis que votre site prend plus que 3 millisecondes, ça veut dire qu'il va s'ennuyer et il va laisser tomber. Pensez aussi à l'usabilité. Et ça, c'est un point très important. Je l'ai rencontré au moins sur 3 ou 4 projets. On trouve une charte graphique très belle, très jolie, ergonomiquement parlant, mais très difficile de trouver le bouton pour cliquer sur palier. Et c'est ça ce que je veux dire par usabilité. Donc pensez aussi à ça. Et il faut mettre ces jalons-là. Quand est-ce qu'on va faire des tests d'usabilité? Quand est-ce qu'on va faire des tests de performance? Quand est-ce qu'on va faire des tests de montée en charge, etc. dans notre planning. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu ça. Donc, il faut aussi ne pas oublier une phase très importante et qui peut vous coûter de l'argent, c'est la migration des données. On part sur un historique et on a un site e-commerce qui est mis en place, mais on oublie qu'on a derrière un historique, on a des catalogues, on a des produits, on a des commandes, etc. Comment rapatrier tout ça et le mettre sur un site e-commerce? Est-ce qu'on va le faire d'une façon manuelle, automatique? Si c'est automatique, est-ce que c'est sur la charge du prestataire? Est-ce que la solution proposée permet de faire ce travail-là? Est-ce qu'on va le faire nous ou l'interne? Donc, est-ce qu'on a les ressources nécessaires et suffisantes pour qu'on puisse faire ce travail-là? Donc, c'est des questions qu'il faut vraiment garder devant vos yeux une fois que vous faites pour rédiger le cahier de charge. J'ai parlé tout à l'heure de la charte graphique et donc j'ai dit qu'il ne faut pas aller directement sur tout ce qui est présentable, mais aller d'abord sur tout ce qui est fonctionnalité. C'est pour cela que la recommandation que je fais à mes clients à chaque fois, c'est passer d'abord par des wireframes, des maquettes, parce que dans ce type de maquette, par exemple, il n'y a pas de couleur qui pourra masquer les fonctionnalités. Et donc, dans la page, on pourra vraiment se concentrer sur les fonctionnalités clés et dire, il est où mon panier, il est où ma page qui va lister les produits, il est où ma page où je vais mettre les promotions, etc. etc. Et tout ça, toujours dans la logique de dire, ok, je fais un site web, mais c'est pour une conversion, c'est pour un taux de transformation. Les principales fonctions qui devaient être dans un site basique, je dirais, c'est d'abord un espace client. Moi, en tant que client, je dois m'enregistrer, je dois avoir la possibilité de changer mes informations, mon adresse de livraison, mon adresse de facturation, etc. Il faut une page de liste des produits où je peux voir tous les produits par catégorie. Il faut une page où je peux voir le détail de chaque produit, quelles sont ses caractéristiques, quels sont son prix, etc., etc. Et puis, il faut la gestion du panier, en commençant par mettre un produit dans une checkout jusqu'à la partie paiement, jusqu'à la partie confirmation de l'ordre. Sur la partie back-office, il y a plein de fonctionnalités que vous devez demander.
découper, mais les plus basiques, c'est, je dirais, 5 ou 6. D'abord, la gestion de stock, la gestion de paiement, la gestion des promotions, etc. En fait, ça, c'est un schéma qui illustre toutes les fonctionnalités clés d'un site e-commerce. Et aujourd'hui, vous êtes un commerçant sur Internet, vous devez avoir la possibilité d'impacter ou d'influencer votre population cible. Et vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas un réseau social fort, bien géré, qui pourra vraiment faire de l'influence sur le marché. Si vous avez des images, il vous faudra une gestion de toute la partie digitale. Et est-ce que vous allez devoir gérer toute la partie livraison et la partie facturation, la partie stock par vous-même, ou vous allez la donner à une partie tierce? En gros, 3 règles pour rédiger un cahier de charge. Il faut qu'il soit évolutif, avec, et ça c'est très important, avec la vision globale. Lorsque je dis évolutif, c'est-à-dire que d'abord il faut avoir une vision hélicoptère qui vous donnera la globalité de votre projet, et par la suite il faut que vous ayez cette approche de priorisation. Il faut qu'il soit modulable. On parle module, checkout, paiement, livraison, etc. et non pas, je veux dire par modulable, évitez de découper votre projet d'une façon technique. Découpez-le d'une façon métier, business. Ça va vous faciliter beaucoup plus à mettre ça dans votre cahier de charge. Il faut qu'il soit simple. Le cahier de charge, l'intérêt du cahier de charge, c'est de faire le facilitateur avec les prestataires et non pas de donner des énigmes aux prestataires. Et donc, faites l'exercice de donner ce cahier de charge à quelqu'un. S'il le lit et s'il arrive à faire un petit résumé en quelques phrases, ça veut dire que votre cahier de charge est lisible, il est compréhensible. Je passe rapidement au choix du prestataire. En fait, la question de choisir un prestataire revient à dire il faut choisir d'abord la solution. Qu'est-ce qu'on veut faire selon notre besoin? Est-ce qu'on veut faire un développement tout seul? Je dirais que c'est dommage parce que vous n'allez rien monter là-haut et vous allez manquer la capitalisation sur un nombre d'années d'expérience que les autres solutions ont déjà mis dans une solution. Est-ce qu'on va utiliser les sites de vente? Je veux dire par les sites de vente, comme par exemple eBay. J'ai une boutique, je mets mes produits et puis c'est eBay qui gère. Les 3 qui sont aujourd'hui connus, mais il y en a d'autres. L'open source, c'est bien pour les petites et moyennes entreprises, mais derrière, est-ce qu'il y a le support nécessaire?